Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Droit africain et malgache. Collection dirigée par Magloire Audoin. La collection Droit africain et malgache accueille les travaux de chercheurs, enseignants et étudiants, ou praticiens, soucieux de contribuer à cette œuvre de réconciliation du droit en vigueur avec le droit étudié, d'une part, de l'autre, d'élimination de la distance séparant les citoyens africains de leurs droits vivants, c'est-à-dire ceux qui leur sont effectivement appliqués. Déjà paru. Anissé Abba Natangana, Administration fiscale et contribuable au Cameroun, 2010. Remerciements. Mes remerciements vont à une génération particulière d'artisans de l'ombre dont les travaux de saisie, relecture et autres mises en forme ont su faire rejaillir l'essence didactique du présent travail. Je pense tout particulièrement à M. Sylvestre Gwet Matip, environnementaliste, fondamentaliste de biologie, et Mlle Bertine Nseougmoe du cabinet JO International Consulting. Introduction générale. L'étude du contentieux administratif au Cameroun suppose acquise une définition sommaire de la notion de contentieux administratif et l'amorce d'une approche globale des solutions usuelles apportées aux litiges administratifs. 1. Essai de définition sommaire de la notion de contentieux administratif. La notion de contentieux administratif s'articule sur deux concepts, contentieux et administration. I1. Le contentieux. Le terme contentieux peut désigner plusieurs choses. Un ensemble de litiges susceptibles d'être soumis aux tribunaux, ou de contestations soulevées devant une juridiction. Sans oublier que le terme originel contentiosus tiré du latin signifie querelleur. À cet égard, un contentieux peut porter sur des questions de constitutionnalité, c'est-à-dire d'interprétation d'actes subordonnés ou reliés à la Constitution. Il peut être un contentieux de contrôle technique, ou un contentieux général de la sécurité sociale, etc. Un service technique, spécialisé dans la gestion des litiges et contestations. Il en est ainsi de l'affacturage dans les entreprises. I2. Le terme administratif. Le second terme est administratif, dérivé ou relatif à l'administration comprise comme l'action des services publics, des personnes morales de droit public et des établissements publics subordonnés à l'État, poursuivant un objectif de service public ou mettant en œuvre des prérogatives exorbitantes de droit commun, c'est-à-dire des procédures de droit administratif. I3. L'expression contentieux administratif. Parler de contentieux administratif revient à désigner l'ensemble des litiges ou contestations nés de l'action administrative et sous l'emprise du droit administratif, c'est-à-dire exorbitant de droit commun et soumis à des règles spéciales de règlement. L'existence d'un litige relevant du contentieux administratif est la première condition sine qua non du contentieux dit administratif. Il faut donc qu'il y ait une contestation dite administrative, une contestation ou un ensemble de contestations nées de l'action administrative se déroulant sauf très rares exceptions, sous un régime de droit public. Cela suppose en second lieu, du moins en droit français ou dans les droits dérivés, l'implication d'une personne publique dans la contestation. Le litige ayant un lien avec le fonctionnement du service public, ou la mise en œuvre des procédés exorbitants du droit commun caractérisant l'action de l'administration. Le contentieux administratif correspond donc au contentieux des litiges administratifs. L'étude du contentieux administratif comporte globalement tout ce qui touche au règlement des litiges administratifs. Organisation structurelle du contentieux, règles de procédure devant les juridictions administratives, répartition des compétences, mécanismes de résolution des recours, etc. 2. Approche des solutions aux litiges administratifs. Deux catégories de solutions existent en matière de litiges administratifs. Les solutions juridictionnelles et les autres. 2.1. Les solutions non juridictionnelles aux litiges administratifs. Le professeur Henri Jacot, à la suite du président J.M. Obi, a retenu 3 solutions non juridictionnelles applicables aux litiges administratifs. 1. Le règlement par accord entre les parties, le règlement par un organe public non juridictionnel et extérieur à l'administration et le règlement par l'administration.
De 1.1, le règlement par accord entre les parties. La transaction et l'arbitrage sont deux principaux modes de règlement reposant sur l'accord des parties. A. La transaction. La transaction est une convention par laquelle les parties, au moyen de concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Confère article 2044 du Code civil français, toujours en vigueur au Cameroun, comme législation résultant des lois et règlements applicables dans l'État fédéral du Cameroun et dans les États fédérés à la date d'entrée en vigueur de la Constitution du 2 juin 1972. Le professeur H. Jacot l'estime possible au Cameroun, et cite à l'appui l'arrêt numéro 66 du 30 septembre 1969 de la Chambre administrative de Yaoundé, Augustin Lucien Cantance et État du Cameroun oriental. Le Code général des impôts et l'article 329 du Code des douanes de l'UDEAC prévoient expressément ces procédures. Toutefois, la transaction ne saurait passer outre les règles réputées comme étant d'ordre public. Elle est également pratiquée en matière d'assurance de B. L'arbitrage. L'arbitrage est une procédure par laquelle les parties en litige décident de recourir à un tiers, arbitre, et acceptent d'avance de se conformer à sa sentence. L'arbitrage peut être suivi d'une homologation par un juge. La décision de l'arbitrage a une autorité de chose jugée et est obligatoire pour les parties. L'arbitrage fait partie des procédures et règlements judiciaires en droit international 3. C'est un règlement des litiges entre les États par des juges de leur choix, suivant une procédure respectueuse des droits de la défense et de l'égalité des parties. Hubert Thierry et Serge Surle font remonter au Amphictyonie des cités de la Grèce antique. L'arbitrage est interdit en matière administrative au Cameroun, articles 36 et 577 du Code de procédure civile et commerciale du Cameroun. Toutefois, le législateur a prévu quelques exceptions. L'article 30 du Code des investissements prévoit une procédure d'arbitrage pour certains conflits d'interprétation des conventions d'établissement des sociétés qui viennent investir dans le pays, et pour la détermination du montant des indemnisations à celles-ci. L'article 10 de l'ordonnance numéro 74/1 du 6 juillet 1974, fixant le régime foncier, dit qu'avant le recours à l'expropriation pour cause d'utilité publique en faveur des communes, établissements publics, concessionnaires de services publics ou sociétés d'économie mixte, en vue de la réalisation des travaux d'intérêt général, ces derniers doivent recourir aux négociations préalables avec les propriétaires concernés et les résultats des dites négociations sont communiqués au ministre chargé des domaines qui peut tenter un arbitrage. En cas d'arbitrage infructueux, il est procédé à l'expropriation aux frais du bénéficiaire. Notons que dans le cadre de l'OHADA, des arbitrages ad hoc et les arbitrages se tiennent sous les auspices des centres d'arbitrage privés ou publics tels la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire, CACI, et le Centre d'arbitrage de médiation et de conciliation de la Chambre de commerce et de l'industrie de Dakar 4. L'État du Cameroun peut se trouver impliqué dans ces procédures institutionnalisées africaines. De 1.2, le règlement par un organisme indépendant. D'autres systèmes juridiques ont développé un système d'organismes indépendants pour régler les conflits des administrés avec l'administration. L'ombudsman dans les pays scandinaves, le médiateur en France, et les organes de type procuratura dans les États socialistes post-soviétiques. A. L'ombudsman. L'ombudsman est constitué par un ensemble d'organes extraordinaires de contrôle de l'administration, se situant en dehors des procédures habituelles de recours, à qui on peut présenter des litiges opposant particuliers et administrations et qui ont au maximum le pouvoir de donner un avis sur ces litiges. La Constitution suédoise lui a donné sa forme moderne. L'institution a essaimé dans d'autres pays. Finlande en 1919, Danemark en 1954, République fédérale d'Allemagne en 1957, Norvège en 1962, Québec en 1958. L'ombudsman est généralement une personne indépendante de l'administration, extérieure à celle-ci, mais bénéficiant d'un privilège total d'information sur ce qui se passe à l'intérieur de l'administration. Cette autorité neutre éclaire les citoyens sur leurs droits et sur leur situation à l'égard de l'administration. Instrument de lutte contre l'arbitrage administratif, l'ombudsman est généralement élu par le Parlement.
Sa compétence peut être générale et s'étendre à tous les organes de l'État. C'est ainsi que celle des 3 ombudsmen suédois s'étend à l'ensemble des administrations de l'État, aux collectivités locales, à l'armée et à la justice. Celle du délégué du Bundestag à la défense se limite à l'armée. La saisine de l'ombudsman est dénuée de tout formalisme. L'ombudsman est saisi par simple lettre de n'importe quel citoyen, en plaignant du fonctionnement d'une administration. En Grande-Bretagne, les citoyens doivent d'abord s'adresser à un parlementaire. L'ombudsman adresse des recommandations aux administrations intéressées. Il peut, en cas d'infraction pénale ou disciplinaire, entreprendre des poursuites. 5. B. L'administrative conférence. Aux États-Unis, c'est le mécanisme de l'administrative conférence qui est en vigueur, autorisé par le Congrès dès 1964 et créé en 1968 afin d'adapter les pratiques et les processus dans l'administration fédérale aux changeantes conditions de leur action, en recommandant les améliorations nécessaires pour assurer la sauvegarde de l'intérêt public ainsi que la protection des droits légitimes des citoyens. 6. L'administrative conférence comprend 3 organismes. Un conseil de 11 membres, 5 représentants de l'administration, 5 représentants des citoyens et un président. Une assemblée générale de 75 à 91 membres. Des comités procédant à des enquêtes et aux vérifications. L'administrative conférence a le rôle de redressement. Elle peut entreprendre toute étude qu'elle estime nécessaire. Elle formule des recommandations à toutes les administrations concernées. Elle présente annuellement un rapport au Congrès et au Président. Elle est dotée de 3 armes, les 3 P, persuasion, publicité et publication des rapports. Elle ne peut donner des ordres à l'administration. Son rôle est surtout préventif. C. Les organes de type Prokuratura dans les pays post-soviétiques. La Prokuratura soviétique constituait une branche à part de l'activité publique. Elle a pour fonction d'assurer la surveillance générale de la stricte exécution des lois 7. Elle était gardienne de la légalité socialiste. Cette institution est créée par la Constitution soviétique elle-même et tire son origine d'une lettre de Lénine à Staline du 20 mai 1922, sur la nécessité d'un petit collège central capable de résister, au nom de la légalité, aux influences locales et devant veiller à l'application uniforme de la loi. Le règlement sur la surveillance du procureur en URSS, adopté en 1955, indique les tâches de la Prokuratura. Surveillance de l'application des lois par les institutions, organismes, fonctionnaires et citoyens de l'URSS. Surveillance du respect de la légalité par les organes d'enquête et d'instruction préalable. Surveillance de la légitimité et du bien-fondé des verdicts rendus par les tribunaux en matière pénale, de leurs décisions, arrêtés, dispositions en matière civile. Surveillance de l'exécution légale des sentences et du régime de détention. La Prokuratura disposait d'une gamme variée de moyens d'action. La protestation tendant à contester la légalité d'un acte, et entraînant un effet suspensif purement administratif de la mesure. La représentation est une injonction urgente à examiner, dans un délai d'1 mois, pour assurer l'élimination d'une violation de la loi. Les poursuites intentées par la Prokuratura, à l'égard des personnes coupables de violation de la légalité. La Prokuratura, composée du procureur général et des procureurs, restait subordonnée au Soviet suprême qui désignait ses membres et durant les intervalles de session, au présidium du Soviet suprême. Toutefois, la Prokuratura restait un organe ayant pour rôle fondamental de limiter les pouvoirs de l'État et de l'administration soviétique. Ce type d'organe continue d'exister dans les démocraties socialistes post-soviétiques, Corée du Nord, Cuba, Vietnam. Le ministère public général de la République de Cuba a pour objectif fondamental de veiller au contrôle et à la préservation de la légalité en exerçant une stricte surveillance quant au respect de la Constitution, des lois et des autres dispositions. Article 127 de la Constitution de 1976. Au Vietnam, c'est le parquet populaire suprême, responsable devant l'Assemblée nationale, articles 137,138 et 139 de la Constitution de 1992. D. Les institutions sui generis latino-américaines. Les régimes néo-présidentialistes latino-américains, Bolivie, Pérou, Venezuela, ont développé d'autres institutions types originales.
Au Pérou, la Defensoría del Pueblo est autonome, élue et révoquée par le Congrès. Il appartient à cette institution de défendre les droits constitutionnels et fondamentaux des personnes et des communautés, articles 161 et 162, de la Constitution de 1993. Elle supervise l'accomplissement de leur mission par l'administration publique et la prestation des services publics aux citoyens. Au Venezuela existent deux institutions originales, la Procurative générale de la République et le ministère du Défenseur du peuple. La Procurative générale est la conseillère, défenseur et représentant judiciaire et extrajudiciaire de l'intérêt public national. Le procureur chef de cette institution assiste au Conseil des ministres avec droit de vote, section V de la Constitution de 1999, articles 247,248 et 249 et 250. Le ministère du Défenseur du peuple a à sa charge la promotion, la défense et la vigilance sur les droits établis par la Constitution et les traités internationaux sur les droits de l'homme. Il veille au bon fonctionnement des services publics, porte secours et protège les droits et les intérêts légitimes des personnes contre l'arbitraire, les abus de pouvoir et les erreurs, s'interpose en prenant les actions nécessaires pour exiger de l'État des dédommagements aux administrés pour le mal et les préjudices occasionnés dans le cadre du fonctionnement des services publics, article 280,281 de la Constitution de 1999. De 1.3 Le règlement interne par l'administration. L'administration peut se réserver le pouvoir de régler elle-même les litiges l'opposant à des particuliers ou à d'autres administrations. Henri Jacot retient que cela peut être d'office ou à la demande des administrés. Les administrés peuvent adresser des recours administratifs à l'administration. Ainsi, a. Le recours gracieux. Le recours gracieux consiste en un recours administratif porté devant l'administration elle-même et non devant le juge administratif. L'objet du recours peut viser à l'annulation d'un acte administratif ou à l'obtention d'une indemnité de réparation. Le recours gracieux est direct et adressé à l'auteur de l'acte, à l'effet de revenir sur sa propre décision après un réexamen pour des motifs avancés de droit ou de fait. Ce n'est plus au ministre compétent. Cette disposition a donné lieu à une abondante jurisprudence en ce qui concerne les erreurs d'adressage à une autorité incompétente. 8. B. Le recours hiérarchique. Le recours hiérarchique tend à mettre en mouvement le contrôle hiérarchique, c'est-à-dire de la hiérarchie, donc du supérieur de l'auteur de l'acte. Il est adressé à celui-ci. Une question intéressante. L'auteur du recours peut-il remonter toute la chaîne hiérarchique du chef de bureau au chef du département ministériel, ou peut-il à certains moments la court-circuiter et s'adresser aux autorités au sommet de la hiérarchie? C. Les recours aux autorités de tutelle. Les recours aux autorités de tutelle se présentent comme une autre possibilité. Les décisions des chefs d'exécutif des collectivités territoriales, édiles municipaux, présidents des conseils régionaux, sont alors portées et adressées aux autorités de tutelle, sous-préfets et préfets pour les communes, gouverneurs et ministres de l'administration territoriale pour les autorités régionales. Il est à noter que les textes, loi numéro 2004-14e du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation, disposent à cet effet. Article 66, 1. L'État assure la tutelle sur les collectivités territoriales conformément aux dispositions de la présente loi. 2. Les pouvoirs de tutelle de l'État sur les collectivités territoriales sont exercés, sous l'autorité du Président de la République, par le ministre chargé des collectivités territoriales et par le représentant de l'État dans la collectivité. Et l'article 67 précise. 1. Le gouverneur est délégué de l'État dans la région. À ce titre, il a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif, du respect des lois et règlements. 2. Le préfet assure la tutelle de l'État sur la commune. Il existe une procédure de transmission des actes des collectivités territoriales à ces autorités de tutelle. Celle-ci invite les administrés au recours aux autorités de tutelle. Il est évident que les recours administratifs, gracieux, hiérarchiques et de tutelle, se distinguent des recours contentieux adressés à une juridiction par l'intermédiaire d'une action en justice. 2.
Les solutions juridictionnelles des litiges administratifs. Les recours administratifs coexistent avec les recours contentieux, devant une juridiction chargée de trancher les litiges administratifs. Le requérant qui n'a pu obtenir une solution satisfaisante se tourne alors vers une telle juridiction. Le recours à une juridiction présente plusieurs garanties. La juridiction statue en toute indépendance, ne se conformant qu'aux lois et aux règlements. La juridiction rend des jugements après débat contradictoire, en respectant les droits de la défense indispensables pour les intérêts de l'administré. La juridiction rend des jugements revêtus d'une autorité de choses jugée obligatoire et exécutoire pour toutes les parties. De par le monde, il existe deux grands systèmes généraux de solutions juridictionnelles des litiges administratifs. Le contentieux administratif, contentieux relevant du juge de droit commun, et le contentieux administratif, contentieux spécial et autonome. De 2.1 L'unité de juridiction, contentieux administratif, contentieux de droit commun. A. L'unité du contentieux. Dans ce système, les litiges administratifs relèvent de la compétence du juge de tous les jours, du juge de droit commun. Il n'existe qu'un seul système de juridiction compétente pour juger pêle-mêle, particuliers et administration. C'est le système de l'unité du contentieux. Le contentieux administratif, ensemble des litiges administratifs, n'est qu'un contentieux semblable aux autres. C'est le système dominant dans les pays anglo-saxons où l'administration est justiciable, au même titre que les simples personnes physiques ou morales de droit privé, des juridictions de droit commun. Le mérite du système réside d'abord dans sa simplicité. Le requérant sait toujours à quelle juridiction s'adresser. Il n'est point embarrassé. Ce système donne l'illusion d'une égalité des plaideurs, administrés et administration. La réalité de l'affaire est que l'administration, ici comme ailleurs, représente et assume l'intérêt général avec ses impératifs rousseauistes. D'où la nécessité d'une autre solution plus adaptée. B. Tribunaux de droit commun et autres cours. À la naissance de la République fédérale du Cameroun, les tribunaux qui existaient dans l'ancien Cameroun méridional ont continué à fonctionner en vertu de l'article 46 de la Constitution fédérale qui disposait: pour tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de la présente Constitution, la législation antérieure des États fédérés reste en vigueur. 9. Il existait au niveau fédéral les tribunaux de common law suivants: Cour suprême, Cour d'appel, High Cour et les magistrats de cour. Les matières pénales et civiles les moins importantes étaient tranchées par la magistrat de cour, quitte à remonter l'échelle par les diverses voies de recours. Les seules autres juridictions à fonctionner étaient les customary courts réglées par la Customary Court Ordinance, Cap 142 Revisited Laws of Nigeria 1948. Elles appliquaient le droit coutumier et traditionnel. Les litiges administratifs relevaient donc de la common law avant la création de la Chambre administrative de Buea, loi fédérale numéro 69 LF1 du 14 juin 1969. Elle pratiquait la procédure en usage devant la High Cour. Les débats avaient lieu en anglais. De 2.2 La dualité des juridictions. Contentieux administratif, contentieux autonome. L'autre système consiste à considérer l'ensemble des litiges administratifs comme étant une catégorie de contestation spéciale devant relever, non du juge de droit commun, mais d'un juge distinct, d'un juge spécialisé, d'un juge administratif autonome du juge judiciaire. C'est le système français de la dualité des juridictions administratives et judiciaires. L'ordre judiciaire comporte l'ensemble des juridictions placées sous la supervision de la Cour de cassation, pour connaître des litiges entre les particuliers, et des litiges exposant la responsabilité pénale des concernés. Les tribunaux de l'ordre administratif sont compétents pour connaître des litiges nés sous l'emprise de l'action administrative des personnes morales de droit public. Dans le système français, ils sont supervisés par le Conseil d'État. Le tribunal des conflits de composition paritaire, Cour de cassation, Conseil d'État, sert à résoudre les conflits de compétences. La République française a développé historiquement ce modèle, dont la République du Cameroun s'est inspirée. Une étude minutieuse de ce modèle s'impose pour permettre une meilleure vision du système camerounais actuel. Il est né de la conjonction d'une théorie avec l'histoire. A. La théorie de la séparation des fonctions judiciaires et administratives.
La théorie de la séparation des fonctions administratives et judiciaires apparaît comme la véritable base de la dualité des juridictions administratives et judiciaires en France. C'est une tradition faite théorie et traduite en loi de la République française. La tradition française avait mis en place des juridictions spécialisées en matière administrative. Sous l'Ancien Régime fonctionnait déjà une cour des aides, des chambres des comptes et des juridictions des eaux et forêts. Le droit révolutionnaire est venu consolider cette tradition de spécialisation des contentieux administratifs, en faisant aux juges interdiction d'empiéter sur l'administration. La loi des 16 au 24 août 1790. Les fonctions judiciaires sont et demeurent toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux des administrateurs pour raison de leurs fonctions. La loi du 16 février en 3. L'article 32 de cette loi fondamentale déclarait : sous la direction des conseils, un conseil d'État est chargé de rédiger les projets de loi et règlements d'administration publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière administrative. Et l'article 69 précisait que les fonctions des conseillers d'État ne donnent lieu à aucune responsabilité. Le Conseil d'État était donc élevé au rang d'institution constitutionnelle. B. L'institutionnalisation d'un système de juridiction administrative. L'évolution va se faire en 3 étapes: la généralisation de la justice déléguée, l'accession du Conseil d'État au rang de juge de droit commun et le développement d'un système de dualité des juridictions. B1.1. La généralisation de la justice déléguée. La loi du 24 mai 1872 sera déterminante dans l'évolution vers la création d'un système de dualité des juridictions. Avec cette loi, le Conseil d'État se voit attribuer la justice déléguée, c'est-à-dire qu'il peut statuer directement au nom du peuple souverain. Il ne se borne plus à donner de simples avis à l'administration gouvernante sur les solutions à apporter aux contestations nées de l'action administrative de l'État. La justice n'est plus retenue, elle est déléguée au Conseil d'État. De ce fait, celui-ci devient un corps d'État ayant une fonction contentieuse exercée au nom de l'omnipotente souveraineté nationale. Par ailleurs, le tribunal des conflits se voit chargé de régler les conflits de compétences entre les 2 ordres de juridiction, les juridictions administratives relevant du Conseil d'État et les juridictions judiciaires relevant de la Cour de cassation. B2. Le Conseil d'État juge de droit commun. Par l'arrêt Cadeau du 13 décembre 1889, le Conseil d'État va se reconnaître la qualité de juge de droit commun en matière administrative, compétent même dans les cas non prévus par les textes. Les faits de l'espèce sont simples. La ville de Marseille supprime l'emploi d'ingénieur directeur de la voirie et des eaux de la ville. Le titulaire de l'emploi lui réclame des dommages-intérêts. Tour à tour, le juge judiciaire et le conseil de préfecture se déclarent incompétents, l'un estimant que ce n'est pas un contrat de louage d'ouvrage et l'autre que la rupture ne se fonde pas sur la rupture d'un contrat relatif à l'exécution des travaux publics. Le sieur Cadeau déféra au Conseil d'État le refus du ministre de l'Intérieur de l'indemniser du préjudice qui lui aurait été causé. Le Conseil d'État donne raison au ministre qui s'est abstenu de statuer sur les questions qui ne sont pas de sa compétence et dont il appartient seul au Conseil d'État de connaître. Constatant que du refus du maire et du conseil municipal de Marseille de faire droit à la réclamation du sieur Cadeau, il est né entre les parties un litige dont il appartient au Conseil d'État, devenu le juge de droit commun de l'administration, c'est-à-dire le juge naturel et de principe de l'administration, de trancher. B3. Le développement d'un système de dualité des juridictions. Le système d'une dualité des juridictions, juridictions judiciaires et juridictions administratives, va graduellement se développer. Un premier texte, l'ordonnance numéro 45-1708 du 31 juillet 1945, devient le texte fondamental régissant le Conseil d'État. En 1953 intervient une réforme fondamentale du système. Les conseils de préfecture deviennent des tribunaux administratifs, juges de droit commun en matière administrative. Le Conseil d'État demeure juge d'appel et de cassation tout en conservant une compétence d'attribution en premier et dernier ressort, pour les litiges les plus importants ou ceux qui n'auraient pas pu être tranchés par un tribunal,
décret du 30 septembre 1953. Le système français de dualité de juridiction inspirera pour l'essentiel le système camerounais de contentieux administratif, tant en ce qui concerne l'organisation de la juridiction, chapitre 1, qu'en ce qui concerne les règles de procédure et de répartition des compétences, chapitre 2, ainsi que les types pratiques de recours contentieux, chapitre 3. C. Le développement mondial du système et l'acclimatation au Cameroun du système de dualité des juridictions. Le système de dualité de juridiction fait de juridiction judiciaire et de juridiction administrative distinctes, va graduellement se développer dans le monde et s'acclimater au Cameroun. C1 Le modèle français de la dualité des juridictions. Le système français de dualité de juridiction a connu une véritable expansion dans le monde. En effet, l'institution des tribunaux administratifs internationaux à compétences restreintes aux affaires d'une organisation internationale s'est généralisée. Le tribunal administratif des Nations Unies, le TANU, est un organe judiciaire indépendant. Il reçoit et juge les plaintes pour inobservation des contrats ou conditions d'emploi des fonctionnaires des Nations Unies. Il est aussi compétent pour les plaintes pour non-respect des règlements de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. Il a été créé par une résolution de l'Assemblée générale 351 AIV du 24 novembre 1949. Il est composé de 7 juges de nationalités différentes. Il est l'organe suprême de justice interne. Le tribunal siège 2 fois à Genève. Il est la juridiction compétente pour les autres institutions spécialisées, Organisation maritime internationale, Organisation de l'aviation civile internationale, Cour internationale de justice, Tribunal du droit de la mer et Autorité internationale du fonds des mers. Le tribunal administratif de loi est l'héritier du tribunal administratif de la Société des Nations, SDN. Il connaît depuis 1947 des requêtes formées par les fonctionnaires ou anciens fonctionnaires du BIT. Il est composé de 707 juges et est ouvert à plus de 40 000 fonctionnaires. Il prononce plus de 2700 jugements. Le tribunal de la fonction publique de l'Union européenne est une chambre juridictionnelle spécialisée du tribunal de première instance de l'Union européenne. Il a été créé au traité de Nice de 2001, article 225A. Il est compétent pour juger du contentieux opposant les institutions européennes à leurs agents, 35 000 agents. Il est composé de 707 juges possédant des compétences notoires. Il peut tenter de rechercher une solution à l'amiable du litige. Ses décisions sont susceptibles de pourvoi. Il applique la procédure en vigueur devant la Cour de justice de la Communauté européenne. Le système de juridiction administrative spécialisée connaît également un essor dans d'autres pays du monde. Égypte avec un Conseil d'État, République islamique d'Iran avec une Cour de justice administrative, Venezuela avec le Conseil d'État, Grèce, Émirats arabes unis 10, avec la Cour fédérale de première instance compétente pour les litiges administratifs. C2. L'acclimatation camerounaise de la dualité des juridictions. Le système de la dualité des juridictions va rapidement s'acclimater au Cameroun. La Convention judiciaire franco-camerounaise du 31 décembre 1958, Journal officiel du Cameroun 1959, page 9, organise la réception de ce système. L'article 3 dispose « L'autorité administrative et du pouvoir législatif ». Le titre 2 du contrôle de la justice tient compte de la dualité des juridictions en ce qui concerne les pouvoirs en suspens de cassation. L'article 6 déclare « Les recours en cassation ouverts par la loi contre les jugements et les arrêts rendus en dernier ressort par les juridictions camerounaises de l'ordre judiciaire sont soumis à la Cour de cassation. » L'article 7 dispose de son côté « Les décisions juridictionnelles rendues en matière administrative sont susceptibles de pourvoi en appel et en cassation devant le Conseil d'État. » La Cour de cassation et le Conseil d'État demeurent saisis des pourvois et recours formés antérieurement. Article 8. Les juridictions camerounaises, autrement composées, sont déclarées juridictions de renvoi. La quête d'un système national adapté va donc commencer. De 2.3 Le cheminement vers un système national, le triomphe de la dualité fonctionnelle. Deux systèmes ont coexisté un court moment,
celui de l'unité du contentieux dans l'ex-Cameroun méridional, et celui de la dualité dans l'ex-République du Cameroun de tradition francophone. A. Le système du contentieux unique. La survie du système du contentieux unique dans l'ex-Cameroun méridional sera brève. Dans cette partie autrefois sous administration britannique, point de dualité des juridictions. Le juge de droit commun est le juge de l'administration et en même temps juge des particuliers dans leur litige avec l'administration. Deux dispositions de la Constitution fédérale de 1961 validaient l'existence des juridictions existantes de common law. L'article 46 déclarait que, pour tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de la présente Constitution, la législation antérieure des États fédérés reste en vigueur. En l'occurrence, la Southern Cameroon High Court Law 1955 restait en vigueur, la Cour suprême, la Cour d'appel, la High Cour et les magistrats de cour. La High Cour avait une compétence illimitée en matière civile et criminelle. Les recours traditionnels de la common law se révélaient opératoires contre les actes administratifs, et plus particulièrement les recours d'habeas corpus ad testificandum, le mandamus, le certiorari, l'interdiction et l'injonction 11. Par ailleurs, le président de la République fédérale garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire nommait les magistrats des États fédérés 12. Ce système allait cesser d'exister avec la transformation de la Cour fédérale de justice en Cour nationale. La Cour fédérale de justice connaît de l'ensemble du contentieux administratif à l'encontre de la République fédérale, des États fédérés, des collectivités publiques et établissements publics. L'article 14 de la loi n° 69 LF1 du 14 juin 1969 allait reprendre ces dispositions. Le système de l'unité de juridiction avait vécu. B. Évolution vers un système de résolution. L'évolution du système de résolution des litiges administratifs dans la République du Cameroun, autrefois sous administration française, se fera largement sous l'inspiration du modèle français de dualité des juridictions de l'ordre judiciaire et des juridictions administratives. Le contentieux des litiges administratifs constitue un contentieux distinct, relevant des juridictions administratives séparées. Cette organisation est restée constante tant avec le Conseil du contentieux administratif, 1952 à 1959, qu'avec le tribunal d'État à l'existence fugace. La Cour suprême du Cameroun oriental, 1961, va reconduire le système de la dualité des juridictions dans cette zone. B1 Le Conseil du contentieux administratif, 1952 à 1959. Quelles étaient sa composition et son fonctionnement? B1.1 La composition. Le principe de la dualité des juridictions sera adapté au Cameroun, comme ailleurs au contexte colonial. Il n'y aura point un tribunal administratif supervisé par un Conseil d'État. Un décret du 8 juillet 1952, J.O. juillet 1952, crée au Cameroun un Conseil du contentieux administratif. Un Conseil du contentieux existait dans chaque colonie, depuis le décret du 7 septembre 1881. Au total, 10 conseils du contentieux relevaient du Conseil d'État par la voie d'appel. Le Conseil du contentieux administratif est présidé par un magistrat du siège appartenant à la Cour d'appel, assisté de 2 administrateurs de la France d'outre-mer, assesseurs, licenciés en droit et comptant 10 années de service effectif. Exceptionnellement, pouvaient être nommés comme conseillers ou comme commissaires du gouvernement, des administrateurs adjoints ayant fait 5 ans de service effectif et licenciés en droit. Ces membres sont nommés par arrêté et pour 2 ans par le Haut-Commissaire de la République française au Cameroun. B1.2 Le fonctionnement et la compétence. Le Conseil du contentieux administratif avait une double compétence. Il était juge administratif de droit commun. Il connaissait, sauf exception prévue par les textes, du contentieux administratif en général. Contentieux des services publics de l'État. Contentieux des services publics locaux du territoire du Cameroun. Contentieux domanial. Contentieux des traitements et des pensions des fonctionnaires locaux. Contentieux électoral local. Contentieux de la répression des contraventions de voirie. Sa compétence ne s'étendait tout de même pas au contentieux des services publics de la République française proprement dite,
ni au recours pour excès de pouvoir qui continuait à relever du Conseil d'État. Il était juge administratif par dévolution des dispositions écrites. Des textes réglementaires ou législatifs lui attribuaient de manière expresse certains litiges administratifs. Contentieux des marchés publics. Contentieux des dommages de travaux publics. Contentieux des concessions de terre. Application du statut des fonctionnaires locaux. Et litiges relatifs à la comptabilité et aux contributions. La procédure en vigueur devant le Conseil du contentieux administratif est en principe conforme à celle que le Conseil d'État applique alors au Conseil de préfecture. Toutefois, certaines particularités procédurales doivent être signalées. La requête est adressée au chef du territoire aux fins d'inscription au secrétariat du Conseil. La règle de la décision préalable ne s'imposait pas. Il est tout simplement exigé de joindre une copie de la décision administrative attaquée à la requête. Le délai pour attaquer une décision est de 3 mois, et non de 2 mois comme en France métropolitaine. Le chef d'une administration attaquée ne pouvait être désigné comme rapporteur. Le Conseil d'État veillait d'une manière particulièrement stricte aux règles de composition, et n'admettait pas le remplacement d'un membre magistrat par un membre fonctionnaire ou inversement, CE. 8 novembre 1932 La Fait, page 920.20 avril 1954 ou Société Générale Industrielle de Chandernagor, page 456. VCE 7 mai 1951 X, page 250. RJUF 1951, page 456. Le commissaire du gouvernement, bien qu'issu de l'administration, ne représentait pas celle-ci et se présentait comme un défenseur de la légalité. Il ne pouvait pas être remplacé pour n'avoir pas soutenu la thèse défendue par l'administration au Conseil. Le Conseil du contentieux prenait des décisions exécutoires tant pour les individus que pour l'administration. Ces décisions étaient susceptibles d'appel au Conseil d'État siégeant à Paris. L'émancipation du Cameroun allait entraîner de substantielles réformes et la disparition du Conseil du contentieux. Le Conseil du contentieux administratif a émis une véritable jurisprudence fondatrice du droit administratif camerounais, dans divers domaines 13. B2. Le tribunal d'État. Le 1er janvier 1960, le Cameroun accède à l'indépendance. Il adopte en mars 1960 une constitution. Un décret, celui numéro 59A83 du 4 juin 1959, JOC 1959 page 832, réforme le contentieux administratif et crée une juridiction destinée à connaître en premier et dernier ressort des litiges administratifs. Par cette juridiction, le tribunal d'État du Cameroun prend la place du Conseil du contentieux administratif. B2.1 La composition. Le tribunal d'État est composé de 3 membres nommés par décret du Premier ministre, de 2 assesseurs titulaires pouvant être remplacés par des suppléants. Le président du tribunal d'État est obligatoirement licencié en droit, ainsi que le commissaire du gouvernement, chargé de donner des conclusions dans chaque affaire soumise au tribunal et faisant partie du personnel de celui-ci. Il y a un greffier. La fonction publique, les agents contractuels de l'administration et la magistrature formaient la pépinière de recrutement de ces prestigieux juges administratifs. B2.2 Fonctionnement et compétences. Le tribunal d'État est juge administratif de droit commun. Il connaît en premier et dernier ressort du contentieux administratif défini par l'article 4 du décret numéro 59A83, comme comprenant les recours en annulation pour excès de pouvoir, contre les actes des diverses autorités administratives. Les litiges relatifs aux contrats et quasi-contrats administratifs ainsi qu'aux concessions de services publics. Les litiges relatifs à un titre quelconque, au domaine public avec cette particularité que l'action en réparation des dommages causés au domaine public peut être poursuivie en même temps devant le juge de l'action publique. Les actions mettant en cause la responsabilité des personnes morales de droit public. Des recours en interprétation, et des recours en appréciation de légalité. Sa compétence de par cette énumération semble plus large que celle des anciens conseils du contentieux. Il connaît même du recours pour excès de pouvoir. Le tribunal d'État est aussi juge administratif d'attribution,
Un texte écrit, législatif ou réglementaire peut l'habiliter à connaître des litiges administratifs bien déterminés. Le décret numéro 59A144 du 14 août 1959 lui reconnaît ainsi une compétence entière à connaître des marchés publics de l'État conclus au Cameroun. Article 61. Un autre décret numéro 59A161 étend sa compétence au marché des personnes publiques locales, communes, syndicats de communes, établissements communaux de bienfaisance. La procédure en vigueur devant le tribunal d'État suivait les grandes règles de celle en vigueur devant l'ancien Conseil du contentieux administratif en matière d'introduction d'instances comme d'instruction. Certaines particularités lui étaient tout de même propres. Irrecevabilité des requêtes collectives sauf recours dirigé contre un acte indivisible. 2. Possibilité d'une requête par voie postale. 3. Raccourcissement du délai de recours contentieux de 3 à 2 mois. IV. Consignation d'une provision pour toute requête. V. Exigence d'accompagner la requête d'une copie de la décision attaquée. VI. Prorogation à 3 mois du délai de recours contentieux pour les absents ou les personnes hors du Cameroun. Le tribunal rendait des arrêts susceptibles de certaines voies traditionnelles de recours. Opposition, tierce opposition, recours en révision et recours en rectification d'erreurs matérielles. L'appel n'était pas envisagé. Problème fondamental pour l'avenir de cette juridiction. Le tribunal d'État se présentait comme un laborieux compromis entre le changement et la continuité. Le souci de changement était présent dans la substitution du tribunal d'État au Conseil d'État, en ce qui concerne la connaissance du recours pour excès de pouvoir. Le recours pour excès de pouvoir d'un État indépendant ne saurait être apprécié par une juridiction étrangère. La continuité se manifestait par le rattachement de cette juridiction à l'administration active et la non-réception à cette époque du principe progressivement établi en France de la séparation de l'administration avec la juridiction administrative. Ainsi, le tribunal était rattaché au chef du gouvernement, ses membres nommés par le Premier ministre et pouvaient être choisis indistinctement parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif. L'exigence pour le commissaire du gouvernement d'avoir une licence en droit matérialisait en ces temps de pénurie des cadres, le souci d'une recherche de la compétence technique. B3. L'intermède de la Cour suprême, 1961-1962. La loi numéro 61A12 du 20 juin 1961 après confirmation dans son article 1er des compétences de droit commun et d'attribution du tribunal d'État, confie à la Cour suprême du Cameroun indépendant de connaître des pourvois en annulation formés contre les arrêts du tribunal d'État. Elle se substitue également en matière de cassation au Conseil d'État français, pour tous les litiges administratifs en suspens devant cette juridiction. L'article 2 de la loi numéro 61A12 du 20 juin 1961 disposait : la Cour suprême connaît des pourvois en annulation formés contre les arrêts du tribunal d'État. Elle assurait le tribunal des conflits car ce même texte précisait. Elle assure le respect de la compétence de celui-ci par les autres juridictions. Pour cela, la Cour suprême pouvait être saisie, soit par l'une des parties lui déférant les arrêts du tribunal d'État, soit par le procureur général, non seulement pour la sanction des arrêts du tribunal d'État, mais aussi pour méconnaissance de la compétence du tribunal ou pour établir l'incompétence d'une autre juridiction saisie. La réunification du Cameroun sous administration britannique avec le Cameroun sous administration française allait aboutir à une nouvelle définition du contentieux administratif dans le cadre d'un État fédéral. Le tribunal d'État a consolidé les orientations jurisprudentielles du Conseil du contentieux 14. B4. La Cour fédérale de justice, juge administratif national. La Cour fédérale de justice a été créée par l'article 33 de la loi constitutionnelle du 1er septembre 1961. Réforme et mutation vont être les traits dominants de son évolution. B4.1. La conception initiale de la Cour fédérale de justice, juge administratif fédéral. L'article 33, alinéa 3, de la loi constitutionnelle du 1er septembre 1961, charge la Cour entre autres tâches de statuer sur les recours en indemnité ou en excès de pouvoir dirigés contre les actes administratifs des autorités fédérales. La Cour fédérale de justice dans ce domaine
est donc constituée en juridiction administrative fédérale. En principe et en droit, les litiges mettant en cause les autorités administratives déférées du Cameroun oriental restent justiciables du tribunal d'État et en appel de la Cour suprême. Et les litiges intéressant les autorités administratives du Cameroun occidental, l'autre État fédéré, restent de la compétence des tribunaux de la Common Law, sous réserve de l'application de l'immunité de juridiction reconnue dans certains cas à la couronne britannique, c'est-à-dire à l'État fédéré du Cameroun occidental. L'article 33, alinéa 3, ne laissait aucun doute sur ce caractère fédéral de la Cour et sur la possibilité d'institutionnaliser d'autres juridictions administratives, principalement les juridictions administratives fédérées spécialisées. L'ordonnance numéro 61 OF6 du 4 octobre 1961 vint confirmer la compétence dévolue à la Cour fédérale par la Constitution de 1961, titre 10 en particulier. L'ordonnance numéro 62 OF1 du 12 janvier 1962 étendit de plein droit sa compétence au recours pendant devant la Cour suprême et le tribunal d'État du Cameroun oriental, devant les juridictions du Cameroun occidental et fondée sur des actes ou faits imputables à des autorités ou services qui relèvent de la République fédérale à cette date. Si la Cour suprême demeurait encore une juridiction fédérale, le décret numéro 64 DF 218 du 19 juin 1964 en arrêta le fonctionnement en matière administrative. B4.2 La transformation de la Cour fédérale de justice en juridiction nationale, 1962 à 1972. Deux lois vont bouleverser la conception initiale de la Cour fédérale de justice et sa transformation en véritable juridiction administrative nationale dépassant sa dimension fédérale de 1961. Ce sont la loi numéro 65 LF 29 du 29 novembre 1965 et celle du 14 juin 1969. L'article 3 du texte législatif du 29 novembre 1965 étend, de manière très extensive, la compétence de la Cour au contentieux administratif des États fédérés et des autres collectivités et établissements de droit public. La Cour fédérale de justice connaît de l'ensemble du contentieux administratif à l'encontre de la République fédérale, des États fédérés, des collectivités publiques et établissements publics. L'article 14 de la loi numéro 69 LF1 du 14 juin 1969 reprend intégralement ces mêmes dispositions confortant l'extension de la compétence de la Cour fédérale de justice. On peut raisonnablement douter de la régularité de ce passe-passe législatif, l'article 33 de la Constitution n'ayant confié à celle-ci que la charge du contentieux administratif fédéral. Le contentieux administratif est défini par ce texte. Il comprend les recours en annulation pour excès de pouvoir, et en matière non répressive, les recours incidents en appréciation de légalité. Sont constitutifs d'excès de pouvoir, le vice de forme, l'incompétence, la violation de la loi, la violation d'une disposition réglementaire applicable, le détournement de pouvoir. Les actions en indemnisation du préjudice causé par un acte administratif. Les litiges concernant les contrats, sauf ceux conclus même implicitement sous l'emprise du droit privé, ou les concessions de services publics. Les litiges intéressant le domaine public. Les litiges qui lui sont expressément attribués par la loi. Toutefois, cette extension de compétence reste limitée. La substitution de la responsabilité des personnes morales de droit public à celle de leurs agents, auteurs des dommages causés même dans l'exercice de leurs fonctions. Les voies de fait administratives et les emprises restent du domaine des compétences des tribunaux de droit commun, conformément au droit privé. Et la Cour ne peut connaître des actes de gouvernement. La Cour s'articule autour d'une assemblée plénière et de deux chambres administratives, siégeant respectivement à Yaoundé et à Buéa. Les chambres administratives connaissent du contentieux administratif en première instance. La solution consistant à créer deux tribunaux administratifs distincts de la Cour fédérale de justice avait été écartée pour cause d'inconstitutionnalité. L'assemblée plénière siégeant à Yaoundé connaît de l'appel des décisions rendues par les chambres administratives. L'assemblée plénière comprend le premier président de la Cour fédérale de justice, 4 juges fédéraux ou suppléants, le procureur général ou l'avocat général près la Cour fédérale de justice, et un greffier.
Chaque chambre administrative se compose d'un juge fédéral titulaire ou suppléant, d'un président, d'un représentant du parquet et d'un greffier. La loi du 16 juin 1969 tente ainsi d'implanter dans tout le Cameroun occidental compris, un système uniforme de contentieux administratif. L'Assemblée plénière de la Cour fédérale de justice conserve la prérogative d'ordonner, sur réquisition de son parquet général, à toute juridiction non répressive y compris les sections de la Cour fédérale de justice, la transmission du dossier de toute affaire pendante aux fins de statuer sur la compétence éventuelle de la juridiction administrative. Le ministre de la Justice se substitue au chef de la justice et au président de la Cour d'appel de Yaoundé pour la nomination des greffiers des sections. Des sessions annuelles de la Cour sont organisées en octobre et en mars. Toutefois, cet effort n'est pas sans connaître certaines limites. Fort inopportunément, l'article 22 de ladite loi déclarait: en attendant les mesures d'application, la Chambre administrative de Yaoundé applique la procédure antérieurement en vigueur devant le tribunal d'État. La Chambre administrative de Buéa applique la procédure civile de droit commun en vigueur pour les litiges entre particuliers. D'où le risque accru de divergence de jurisprudence entre la Chambre de Buéa et celle de Yaoundé, dans la mesure où la procédure influence le fond. La triple habilitation du ministre chargé de l'administration territoriale et des premiers ministres à recevoir les recours gracieux et à représenter leurs États respectifs, comportait une triple charge pour la nation pauvre et en voie de développement, d'où la nécessité d'alléger ces lourdes structures qui sera accomplie dans le cadre de la République unie du Cameroun par la Constitution du 2 juin 1972. L'autorité et l'œuvre de la Cour fédérale de justice ont été grandes dans la naissance d'un droit administratif spécifiquement camerounais. L'étude des arrêts de principe nous le démontre. Notons tout de même que cette autorité, et cela est bénéfique, s'est exercée dans le sens de l'adaptation nationale des règles prétoriennes tracées par le prestigieux Conseil d'État français et les juridictions administratives françaises. La Cour fédérale de justice a constamment eu deux attitudes. 1. Elle a adopté souvent les positions de principe de la jurisprudence administrative française, arrêt numéro 213 ACPJ du 18 mai 1972. La Cour a suivi la position de principe du Conseil d'État à se déclarer incompétent pour connaître de la responsabilité des services judiciaires, arrêt d'Amawa Adja contre République fédérale du Cameroun. 2. Elle a adopté certaines fois une position de principe nationale, originale. Dans l'arrêt numéro 187 GFJCAY du 29 mars 1972, elle se déclara compétente en matière de recouvrement des créances par l'État et appliqua sur le fond les règles de responsabilité du droit civil. Une juridiction administrative française se serait déclarée incompétente en fonction de la nature privée de la créance. Mais la Cour a considéré le mode de recouvrement comme un acte administratif. Un débat subtil reste ouvert en ce qui concerne la réception du droit administratif français 15. Le système aujourd'hui en vigueur au Cameroun reste redevable de la quête et de l'élaboration entreprise d'un système national de contentieux de litiges administratifs adapté. L'organisation actuelle des juridictions administratives, chapitre 1, comme les règles de procédure en usage, chapitre 2, devant celle-ci, dérive du choix fait d'un système de dualité de juridiction. Chapitre 1 – L'organisation de la jurisprudence administrative camerounaise, la Cour suprême et les tribunaux administratifs. Introduction. L'article 38, loi numéro 2008-001 du 14 avril 2008, de la Constitution déclare 1. La Cour suprême est la plus haute juridiction de l'État en matière judiciaire, administrative et de jugement des comptes. 2. Elle comprend une chambre judiciaire, une chambre administrative, une chambre des comptes. Et l'article 40 dispose de façon plus que claire ceci. La chambre administrative connaît de l'ensemble du contentieux administratif de l'État et des autres collectivités publiques. Elle connaît en appel du contentieux des élections régionales et municipales. Elle statue souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort, par les juridictions inférieures en matière de contentieux administratif.
Elle connaît de tout autre litige qui lui est expressément attribué par la loi. La loi, au terme de l'article 42 de la Constitution, fixe l'organisation, le fonctionnement, la composition et les attributions de la Cour suprême et des chambres ainsi que des tribunaux tant de l'ordre judiciaire que des tribunaux administratifs et des juridictions inférieures. Ces mesures sont intervenues à la suite de plusieurs lois, notamment la loi n° 2006-016 du 29 décembre 2006 fixe l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême. La loi n° 2006-022 du 29 décembre 2006 fixe l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs. Il est à noter également le vote de la loi n° 2006-010 du 29 décembre 2006, qui modifie et complète certaines dispositions de la loi n° 92-002 du 14 août 1992 fixant les conditions d'élection des conseillers municipaux qui déclarent successivement. Article 26. La décision d'acceptation ou de rejet d'une liste de candidats peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative compétente par un candidat, le mandataire de la liste intéressée ou de toute autre liste et par tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune concernée. Article 27. 1. La juridiction administrative statue dans un délai maximum de 5 jours suivant la saisine. 2. La décision de la juridiction administrative est immédiatement notifiée au ministre chargé de l'administration territoriale pour exécution et aux autres parties intéressées. Les tribunaux administratifs dont la mise en place sera progressive constituent les juridictions administratives inférieures. Et la Cour suprême. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.